Bonjour à vous voyageurs. Les sociétés secrètes font toutes la même chose. Elles racontent un mythe, une histoire mystérieuse se référant à un passé glorieux. Mais pour construire ces belles légendes, certains prennent des chemins détournés. Savez-vous par exemple comment le prieuré de Sion, cet ordre secret, un ordre de chevalerie ésotérique, a été créé? Et qu'en est-il de ces carnets occultes publiés par Paris Match en 1983? L'enquêteur du surnaturel est toujours scruté pour sa capacité à distinguer le vrai du faux. Mais il n'est pas le seul. Au programme de cet épisode, découverte archéologique, carnet de serial killer et révélations sur Rennes-le-Château. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'enquête sur des lieux étranges et j'étudie les mystères de notre planète. Allez, c'est parti! Les histoires dont je vais vous parler aujourd'hui sont tout simplement fascinantes. Et si vous vous intéressez au paranormal, au surnaturel, elles vont forcément vous intéresser. Car nous, les conspirationnistes, comme on nous appelle parfois, sommes toujours obligés d'expliquer ceci, cela, pourquoi on croit à ci, pourquoi on croit à ça, et quelles sont les preuves qu'on a, etc., etc., etc. Et pourtant, les cas de tromperie dans des domaines historiques, scientifiques et plus rationnels sont nombreux. Prenez par exemple les Jenny Aniver, ces étranges bestioles. Ce sont des raies séchées vendues comme des créatures diaboliques. Elles ont été mentionnées pour la première fois en 1558 et à l'époque on pensait que c'était un basilic, une cryptide ou un cryptide qui pouvait nous tuer d'un simple regard. Et clairement, c'est une pièce de choix pour un cabinet de curiosité, ce genre de collectionnite qui transforme n'importe quel achat en véritable chasse au trésor. D'autres cherchent des trésors archéologiques. Et c'est ainsi qu'en 1833, la Société archéologique de Toulouse a fait l'acquisition de médaillons, d'inscriptions et de 2 magnifiques bas-reliefs. Les gravures représentent l'empereur des Gaules, Tétricus Ier, ainsi que son fils Tétricus II, et surtout Néra, l'épouse de Tétricus Ier. Ces trouvailles ont été authentifiées par Alexandre Dumège, qui est archéologue et correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, a fondé la Société archéologique du Midi de la France en 1831 et est conservateur des antiquités et sculptures du musée des Augustins. Ces objets révèlent un pan de l'histoire absolument incroyable. C'est, je cite, la divine Néra, épouse de Tétricus Ier et donc mère de Tétricus II. Et on se demande s'il ne serait peut-être même pas possible que la ville de Nérac, où ont été trouvés ces trésors, n'ait eu son nom grâce à Néra, l'épouse de Tétricus Ier. Alors toute la communauté savante s'est extasiée et quand je vous parlais de trésors, c'en est vraiment un du coup. Et quelques années plus tard, en 1847, dans une église carolingienne du Loiret, à Germigny-les-Prés, la restauration d'une mosaïque du IXe siècle a permis de découvrir une représentation de Sainte Génoude. Là aussi, les découvertes font sensation dans le milieu historique et scientifique. 2 femmes, Néra et Sainte Génoude, 2 mystères, qui intéressent énormément de monde. Le 9 février 1847, la Société royale des sciences et des arts d'Orléans diligente une enquête et 2 hommes se rendent à Germigny pour examiner la mosaïque de Sainte Génoude. L'oratoire carolingien qui est situé à Germigny-des-Prés est un édifice remarquable. C'est une des plus anciennes églises de France qui date du IXe siècle et elle est le témoin de l'époque carolingienne mais aussi du règne de Charlemagne. Les 2 enquêteurs s'y rendent avec la conscience d'aller voir un bâtiment d'exception puisqu'il vient d'être classé au bâtiment de France, un des premiers de cette liste qui venait de commencer. Il leur fallut un peu plus de 2 heures pour parcourir les 29 km qui relient Orléans à Germigny-des-Prés.
C'est un trajet relativement court qu'ils ont fait donc au trot, à cheval, afin de ménager leur monture. Ils sont accueillis avec les honneurs dus à leur rang par le curé du village et son équipe paroissiale. À vrai dire, le respect est mutuel. Ils avancent avec déférence dans la nef pour découvrir une œuvre rarissime. Ils ont devant eux une représentation de l'Arche d'Alliance. C'est un coffre recouvert d'or contenant les tables de la loi qui ont été données à Moïse sur le mont Sinaï selon la Bible. Ici, le coffre est décoré de 2 sculptures de chérubins recouverts d'or. Alors c'est une iconographie hors norme car on préférait à l'époque les représentations du Christ en majesté ou de la Vierge. La mosaïque vient juste d'être restaurée après avoir été pendant très longtemps recouverte par de la chaux qui la protégeait. L'histoire raconte que cette mosaïque a d'ailleurs été découverte parce que des enfants jouaient avec ce qu'ils appelaient des cubes de verre qui étaient en fait des morceaux de la mosaïque qui étaient tombés au sol dans l'église. Sous la représentation des chérubins, il y a une gravure de Théodulphe. Il y est inscrit l'année de l'incarnation de notre Seigneur en 806 sous le vocable de Sainte Geneviève. Ils ont effectivement bien vu en entrant une statue de pèlerin au trait de Sainte Geneviève qui est une représentation de Sainte Génoude, la patronne de ce lieu. Mais quelque chose les interpelle. Entre les chiffres romains dont DDC qui signifie 8 et VI qui signifie 6, il y a 2 lettres, E et T. C'est une utilisation anachronique de ce vocable. L'un des enquêteurs va alors se tourner vers le curé et lui demander plus d'informations sur la restauration. C'est alors qu'on leur mentionne un certain Maximilien Théodore Crétin. Il note ce nom et les remarques qui sont faites, et sans même prendre le déjeuner qui leur avait été servi, ils repartent immédiatement à cheval. Le trajet de retour vers Orléans, ils le feront au pas, car effectivement, ils ne vont cesser de discuter. Ils en sont sûrs, c'est Théodulphe, évêque d'Orléans et conseiller particulier de Charlemagne, qui a fait construire cet édifice. Et il est absolument aussi impossible que ces 2 lettres, E et T, aient été présentes à ce moment-là. C'est les jours suivants, dans leur bureau de la Société royale, que l'affaire va prendre une tournure inattendue. La confusion issue de la présence de ces 2 simples lettres, E et T, va leur faire se rendre compte que non seulement la personne qui a restauré aurait pris des libertés lors de la restauration et se serait, à défaut de s'être trompé, aurait exagéré, voire complètement inventé le texte, mais surtout qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Ils remettront un rapport complet à leur commanditaire en précisant de ne pas ébruiter cette affaire et en la laissant sous silence, mais aussi en précisant que visiblement Néra n'avait tout simplement jamais existé. Vous vous souvenez de Néra, l'épouse de Tétricus Ier? Eh bien, Maximilien Théodore Crétin avait déjà été condamné pour justement ces fausses gravures représentant entre autres Néra. Alors apparemment, la supercherie n'eut que peu de conséquences puisque le graveur continua son travail en tant que ornementaliste au Louvre. Il semble que, comme pour les histoires surnaturelles, la mémoire est quelque peu altérée lorsque l'on veut croire à l'exceptionnel et à l'inattendu, ainsi qu'à l'exhumation de nouveaux chefs-d'œuvre. Nous avons donc établi que des erreurs peuvent se produire dans des domaines surveillés, vus comme scientifiques, et donc passant la vigilance des experts. Alors vous allez me dire, cette histoire concernait des faits assez confidentiels, où seuls quelques initiés pouvaient se rendre compte à la fois de la supercherie, mais aussi finalement être touchés par les conséquences de tout ça. Mais qu'en est-il quand cela concerne un mystère que des centaines, voire des milliers de personnes scrutent depuis plus d'1 siècle?
Laissez-moi vous parler de Jack l'Éventreur et de ceux qui sont sur ses traces. Alors, on les appelle les ripérologues de Jack the Ripper ou les éventrologues, et ce sont des personnes un peu comme moi, mais qui partent en général sur le terrain, qui collectionnent des objets et qui s'intéressent à cette fameuse histoire du serial killer Jack l'Éventreur. Ce tueur en série a sévi en Angleterre en 1888. Et cette histoire est tellement mystérieuse qu'elle est passée au stade de véritable mythe moderne. Il y a 5 victimes à déplorer. Elles s'appelaient Marianne, dite Polly, Annie, Elizabeth, Catherine et Mary-Jane. Pour celles dont on est sûr. Parce qu'il y eut aussi Ada Wilson, Anna Elizabeth Smith et Martha Tabram. Il ne faisait pas bon d'être une fille aux mœurs légères dans le Londres de l'époque victorienne. Le quartier s'appelle Whitechapel et il ressemble à cela. Vous voyez actuellement la Dorset Street qui concentre un grand nombre de maisons dites d'habitation commune et de logements individuels, le plus souvent occupés par des prostituées. Environ 1200 indigents s'entassent dans ces taudis dont les conditions de vie sont terribles. Les femmes boivent, vendent leur corps, parfois des allumettes ou des fleurs. On raconte qu'il leur arrive de ne se nourrir que d'une simple pomme de terre et elles sont régulièrement malades. Les alentours ne sont pas mieux lotis. Par exemple, au 29 Hanbury Street, non loin, 7 logements accueillent 17 personnes et 2 commerces. Amelia Richardson dirige une entreprise de caisses d'emballage installée à la cave, aidée de son fils John. Une boutique de viande pour chat est installée au rez-de-chaussée côté rue. La pièce donnant sur la cour est occupée par Monsieur Walker et de son fils adulte Alfred, qualifié de simple d'esprit. Au second, la pièce côté rue est habitée par Robert Thomson Chartier, sa femme et leur fille adoptive. Un des appartements est occupé par une vieille dame que la propriétaire héberge par charité. Et enfin, John Davis, qui est aussi charretier, habite au dernier étage avec sa femme et leurs 3 fils. Les vols, la pauvreté, les épidémies guettent ces familles chaque jour. Vous me connaissez, je ne vais pas m'étaler sur les mutilations, non seulement c'est un sujet qui ne me plaît pas, mais en plus, aujourd'hui, on va vraiment se pencher sur les enquêtes et leurs preuves. Dans le cas de Jack l'Éventreur, la confusion est totale, sans que l'on soit sûr que ces éléments soient véritables ou fiction, mauvaise blague ou faussaires mal intentionnés. Entre autres, il y a une lettre de l'enfer, Letter from Hell, reçue par un membre du comité de vigilance de Whitechapel, accompagné d'un morceau de rein ayant soi-disant appartenu à la victime. C'est vraiment glauque. Mais aussi la carte postale Dear Boss, donc ça veut dire cher chef, qui elle est signée du surnom Jack the Ripper, donc Jack l'Éventreur, le nom d'ailleurs qui restera pour le tueur en série par la suite. Et il y avait aussi la lettre Saucy Jackie, qui prophétisait que 2 meurtres allaient se produire en même temps, ce qui s'est d'ailleurs produit le jour où la lettre a été postée. Elle a été reçue après, mais c'est ce qui est arrivé. Et puis il y eut aussi un journal qui fut trouvé de nombreuses années après. 200 missives de l'époque sont conservées, toutes prétendument signées de la main du criminel qui ne fut tout simplement jamais retrouvé. La population locale commençait à s'énerver. Des échauffourées prenaient comme victimes des hommes dans la rue, ressemblant vaguement aux portraits robots qui avaient été donnés du tueur, puisque celui-ci avait apparemment été vu de plusieurs fois en compagnie de ses futures victimes. Et puis terriblement, on fit des amalgames. Les juifs, les immigrés furent aussi pris pour cible. Mais au final, c'est le terrible quotidien de ces taudis qui resta dans les mémoires de tout le monde, puisque l'on s'est mis à s'émouvoir énormément des conditions de vie des pauvres. Plus de 2000 personnes furent interrogées.
300 personnes furent considérées comme suspectes et on examina leurs moindres faits et gestes. 80 furent emprisonnés. Qui était Jack the Ripper? Le petit-fils de la reine Victoria, l'éminent clinicien William Whitney Gull, le peintre Walter Sickert, l'avocat Montague John Druitt, le russe Michael Ostrog ou encore James Maybrick. Les pistes sont nombreuses et les ripérologues sont partagés. James Maybrick, par exemple, était connu pour son addiction aux drogues, sa maîtresse, ses enfants illégitimes et sa présence à Londres au moment des faits. Son carnet a été retrouvé en 1992 et il a été donné à un laboratoire d'analyse. Passé au microscope à balayage électronique, il a été confirmé que le papier, fait de fibres de coton et de pâte de bois, date bien de l'époque victorienne et qu'il ne contenait ni fibres modernes ni agents éclaircissants. L'encre est ancienne et composée de charbon mêlé à de l'arsenic, concordant avec l'usage de l'opium et d'autres drogues dont Maybrick faisait usage, car en fait, il avait la malaria. Alors, il faut dire que Maybrick, une fois de plus, son profil est étrange. Il avait la vie que l'on peut imaginer d'un tueur en série, c'est-à-dire une personne très respectable, bon père de famille, homme honnête, négociant en coton, mais qui derrière avait une vie dépravée et qui pouvait potentiellement cacher une sorte de double personnalité, un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et puis, il avait avoué par lettre à sa maîtresse de 24 ans, sa cadette, « Je prendrai la première catin trouvée sur mon chemin pour lui montrer ce que l'enfer veut dire. Toutes ces dépravés vont payer pour ma douleur » et il avait signé Jacques l'Éventreur. Mais lorsque Michael Barrett présenta son carnet, qu'il avait donc en sa possession, il ne floua pas cependant Maureen Casey Owens, qui était une éminente graphologue, ni Anna Corren, une experte du FBI. Si James Maybrick avait le bon profil, Michael le faussaire n'avait pas assez travaillé son histoire. Maybrick aurait eu 50 ans au moment des premiers meurtres et il était atteint de cécité précoce, ce qui n'aurait pas permis la réalisation des meurtres dans les conditions qui ont été décrites, puisque c'était essentiellement assez rapide, de nuit et avec des actes chirurgicaux extrêmement précis. Maybrick n'avait pas finalement le profil que l'on pouvait penser pour être Jack l'Éventreur. Michael tomba dans l'oubli après avoir avoué à demi-mot son forfait. Maybrick, quant à lui, fut tué par sa femme et l'identité de Jack l'Éventreur ne fut jamais retrouvée. Quant à ces autres carnets dont je vous ai parlé en introduction, Paris Match a payé 400 000 $ pour pouvoir les publier en une de son magazine et ainsi que l'intégralité. Eh bien écoutez, ces 60 carnets étaient des faux. Difficile à croire? Eh bien pourtant c'est vrai. Mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à falsifier ainsi des preuves? Est-ce que c'est une sorte de recherche de gloire, une maladie, l'envie de faire avancer la vérité, relancer des enquêtes? Si ces deux premières histoires vous ont intéressé, attendez d'entendre celle de Rennes-le-Château, vous allez tomber votre chaise. Alors Rennes-le-Château et son possible trésor caché, je ne souhaitais pas en faire un sujet sur cette chaîne, essentiellement parce que j'ai l'impression que tout a été déjà dit. Et puis, il y a quelques semaines, l'un d'entre vous qui se reconnaîtra m'a conseillé un documentaire. Et mon avis a totalement changé. Je peux même vous dire qu'en quelque sorte, ce documentaire a motivé la réalisation de cette vidéo d'aujourd'hui. En 1945, Ignace Paris, un berger, affirme avoir trouvé un trésor dans la campagne environnante, non loin de la ville de Rennes-le-Château. Lorsque le seigneur des lieux voulut récupérer ce trésor, Ignace Paris disparut et l'emplacement exact de cette fortune avec lui. En 1885, l'abbé Béranger Saunière arrive pour prendre en charge l'église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine de Rennes-le-Château.
2 ans plus tard, il entame des travaux dans l'église et selon la légende, retrouve des parchemins dans un des piliers de l'église. Puis, en 1891, c'est sous une dalle sculptée carolingienne qu'il prétend avoir trouvé des objets divers, des bijoux, de l'or peut-être, et encore de mystérieux parchemins. Par la suite, il fouillera le cimetière avec sa servante, Marie Denardeau, de nuit, et sera surpris à effacer certaines épitaphes dont celle de Marie de Nègre d'Able, épouse de François d'Hautpoul, le dernier seigneur de Rennes-le-Château. Alors ça, c'est un fait avéré puisque le conseil municipal a délibéré pour empêcher que le curé continue en fait à endommager des pierres tombales et à faire des trous dans le cimetière. L'abbé Saunière sera par la suite vu dans la campagne, creusant et transportant des outils avec un âne. L'abbé mène un train de vie fastueux, il reçoit de nombreuses personnes bien placées, des puissants, des riches, et il va même jusqu'à Paris à rencontrer des gens, mais aussi acheter la copie d'un tableau de Poussin qui s'appelle Les Bergers d'Arcadie. Apparemment, c'est un tableau hautement mystique. Il se fait construire une villa, une tour, une orangerie. Il fait réaliser une statue de diable, en fait, apparemment le démon Asmodée qui, à l'entrée de l'église, qui soutiendrait le bénitier. Il décède en 1917 et le curé Jean Rivière, curé d'Espéranza, ressort de l'endroit où il est venu pour lui donner l'extrême onction. Selon les témoignages, le curé est livide et explique qu'il a refusé l'absolution à l'abbé Saunière parce qu'il n'aurait pas pu, l'abbé aurait fait des choses trop terribles pour recevoir l'absolution. Alors on est d'accord que là, déjà, c'est compliqué. La vie de cet homme est à n'y rien comprendre, même en lisant en long et en large et en travers toute la page Wikipédia et en se documentant sur lui. Mais la confusion va venir se rajouter quand en 1940, un homme du nom de Noël Corbu, c'est un industriel, il vient s'installer à Rennes-le-Château, il sympathise avec Marie, la servante de l'abbé Saunière, qui, elle, avait hérité du domaine de l'abbé Saunière. Elle n'avait pas d'enfant, elle décide de faire de Noël Corbu son légataire testamentaire, et voici cet industriel qui hérite du domaine de l'abbé Saunière. Il décide d'ouvrir un restaurant et un hôtel, et pour asseoir sa communication, il se met à raconter l'histoire de l'abbé Saunière, un abbé qui aurait trouvé un trésor. En 1956, une série d'articles sort intitulée « Le curé au milliard ». Les clients affluent. Robert Charroux, dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne à l'occasion de ma vidéo sur les géants, je vous mets le lien ici, vient sur place et commence à parler du trésor de Blanche de Castille. Les curieux se mettent à creuser partout dans le village, à tel point qu'en 1965, la municipalité est obligée de poser un arrêté municipal et délibère qu'il est désormais interdit de creuser partout dans le village. Ensuite, un certain Gérard de Sède fait en 1967 le premier livre traitant du trésor de Rennes-le-Château, intitulé « L'or de Rennes », présupposant que l'église de Rennes-le-Château est en elle-même codée. Henry Lincoln surenchérit avec un ouvrage appelé L'énigme sacrée. Lui, il va encore plus loin, il parle de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine, et il continuera d'ailleurs, fort de ses découvertes, avec le livre La clé du mystère de Rennes-le-Château. Vient se mêler par-dessus un certain Pierre Plantard. Lui a créé en 1956 une association de gestion de patrimoine à Annemasse qui s'appelle le Prieuré de Sion. Et il la fera passer pour une société ésotérique sur les traces des descendants des Mérovingiens, dont il se prétend, d'ailleurs il dit lui-même qu'il est descendant des Mérovingiens. Pierre Plantard est un ésotériste initié qui est passé à la fois par la franc-maçonnerie, l'extrême droite en collaborant avec les Allemands, et il a même été jusqu'à déposer à la Bibliothèque nationale de France des faux documents qu'il a créés lui-même
document dont se serait inspiré Gérard de Sède pour son livre L'or de Rennes. Alors attendez, stop, on va faire une pause. Cette histoire est tellement complexe que c'est à n'y rien comprendre. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Les documents actuels présupposent que tout ou quasiment tout sur Rennes-le-Château est faux. Les activités de l'abbé Saunière auraient été financées par un trafic de messes et des soutiens divers de puissants locaux, peut-être eux-mêmes fascinés par les histoires de l'abbé Saunière, qui sont probablement des balivernes. La légende du berger et de son trésor ressemble à d'autres légendes locales sans véritable fondement. Noël Corbu aurait monté toute l'histoire pour faire venir des gens dans son restaurant. Gérard de Sède aurait été mystifié par Pierre Plantard, un mythographe de génie. Le prieuré de Sion n'aurait jamais existé. Robert Charroux, auteur et chercheur des trésors, s'est fait aveugler par toutes ces histoires, et quant à Henry Lincoln, il aurait été subjugué par cette histoire avec Marie-Madeleine, qui, à défaut d'être fausse, n'aurait a priori rien à voir avec Rennes-le-Château. Le trésor de Blanche de Castille, une légende. Les fouilles nocturnes de l'abbé dans le cimetière, une folie passagère. Le bénitier en forme de démon, une provocation. Même la photo de l'abbé Saunière, celle qui est montrée en général dans les médias, serait fausse, elle représenterait son frère. L'affaire de Rennes-le-Château est un fragile château de cartes qui s'effondre dès qu'on en remet en question un petit morceau. Et c'est bien le problème dans cette histoire. S'il y a une partie qui est vraie, elle a été complètement éclipsée par les élucubrations de certaines personnes en recherche de gloire. Et pourtant, il y avait peut-être à la base un ensemble de faits assez étranges. Désormais, il va être très difficile d'approfondir sur Rennes-le-Château sans être taxé d'affabulateur ou de personnes qui prennent pour source des choses fausses. Et d'ailleurs, comment désormais retrouver la vérité au milieu de ce tas de mensonges? Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, en fait, on a été crescendo dans la fabulation. C'était tout d'abord de simples gravures inventées sans grande conséquence, puis des preuves de crimes falsifiés brouillant les pistes pour essayer de trouver quand même un tueur en série, et puis une succession d'inventions mélangées qui finissent totalement par tuer une histoire et ses ramifications. Ma question reste entière. Qu'est-ce qui pousse des mystificateurs à falsifier des preuves ainsi? Et ce, même quand le procédé est finalement assez compliqué. Alors je suis persuadée que certaines enquêtes pour authentifier même des faux font avancer la science, et parfois même la vérité, tout cela pour mieux s'approcher du mystère. Car une fois qu'on a enlevé tout ce qui est faux, on peut enfin s'intéresser à ce qui est vraiment étrange dans une histoire. Puisqu'une fois qu'on a tout effacé, que reste-t-il? Qui était Jack l'Éventreur? Et quelle folie cachait cet abbé qui a été à l'origine d'un des plus grands mystères ésotériques de notre temps? D'où l'importance de garder un esprit critique quand on s'intéresse notamment aux affaires surnaturelles, paranormales, occultes. Car à vrai dire, je crois que plus le mensonge est gros, plus les gens sont prompts à tomber dedans, car ils veulent du fantastique, ils veulent de l'étrange, ils veulent du mystérieux. Souvenez-vous du coup de ce que je disais en début de vidéo, c'est ainsi que toutes les sociétés initiatiques racontent un mythe, une belle histoire se référant à un passé glorieux. Et puis plus une affaire est grosse, plus elle attire d'enquêteurs. Plus il y a d'enquêteurs, plus il y a de possibilités de ramifications qui tirent un peu la vérité à droite, à gauche, et qui, je le crois, bien souvent, font aussi gonfler les mensonges. Et c'est ainsi que je referme ce chapitre sur les faussaires de l'étrange. C'est un sujet un peu différent, mais que j'avais vraiment envie de vous présenter. Et vous, qu'en pensez-vous ? Maximilien Théodore Crétin pensait-il juste bien faire en produisant de fausses gravures et de fausses rénovations? Pourquoi certaines personnes ont créé des fausses lettres et voire même de faux carnets venant de Jack l'Éventreur?
Et la multitude de mensonges et d'inventions au sujet de Rennes le Château a-t-elle définitivement tué ce mystère ou reste-t-il encore quelque chose à creuser là-bas? Si vous avez suivi toute cette enquête, merci à vous. Si vous croisez le bouton like en train de lire le Da Vinci Code, ne lui dites rien, il pourrait être déçu. Si vous avez envie d'autres histoires, je vous mets en générique de fin des listes pour que vous puissiez continuer à enquêter avec moi sur d'autres mystères étranges et paranormaux. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis ciao!